Dans le Grand Angle, ce vendredi, nous recevons Georges Pau-Langevin, la ministre des Outre-mer, ministre française des Outre-mer. Nous avons le plaisir donc d'accueillir sur le plateau de ce 64 minutes la ministre des Outre-mer. Bonsoir. Bonsoir. Georges Pau-Langevin. Donc on peut dire, Madame la ministre, que vous avez un ministère plutôt vaste, puisque grâce à l'Outre-mer, la France possède le 2e espace maritime du monde. Absolument. Un chiffre qui va peut-être étonner les gens, mais ça représente 11 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire plus de 20 fois la superficie terrestre de la France. Alors, je vous présente en 2 mots. Vous êtes née en Guadeloupe, vous êtes avocate, vous avez été présidente du MRAP, entre autres choses, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Vous avez fait une grande partie de votre carrière politique à Paris. Vous avez d'ailleurs travaillé avec l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë. Vous avez été ministre de la réussite éducative dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et donc ministre de l'Outre-mer depuis un mois dans le gouvernement de Manuel Valls. Alors ma première question sera très simple et en même temps très compliquée. Qu'est-ce que c'est être ministre de l'Outre-mer en France en 2014 ? Eh bien, je crois que c'est d'abord, comme vous l'avez dit, essayer de faire vivre la fraternité entre ces territoires qui sont souvent éloignés et le reste de la France, et effectivement faire prendre conscience à la France et aux Français que grâce à l'Outre-mer, eh bien, la France est présente dans tous les océans du monde, et que par exemple, elle a une frontière commune avec le Brésil, qu'elle a une amitié, absolument, que aujourd'hui le président du Mexique, avec qui nous avons discuté durant le sommet, est très heureux de renforcer ses liens avec la France. Alors le sommet dont vous parlez, c'est l'association des États de la Caraïbe. Tout à fait, dont la France fait partie. Voilà. Alors je te présente en 2 mots, c'est une association qui regroupe plus de 25 pays, mais ça va du Mexique au Venezuela, en passant par pratiquement tous les pays d'Amérique centrale, Haïti, Cuba et la France. Et alors une particularité cette année, c'est que la Guadeloupe et la Martinique, ces 2 départements français ont été accueillis dans cette association comme membres à part entière. Absolument. Donc c'est une novation juridique, mais c'est une manière de montrer que à la fois la France, évidemment, pour tout ce qui est national, est celle qui intervient, mais que les départements et régions d'outre-mer qui sont présentes dans la Caraïbe, évidemment, ont une proximité affective et géographique d'ailleurs avec leurs voisins, et que par conséquent, ils sont tout à fait fondés à parler en leur nom propre pour tout ce qui concerne les considérations régionales. Okay. C'est quelque chose, je crois, qui a vraiment plu et qui a été très très bien accueilli. Donc les pays qui bordent cette mer Caraïbe, ils ont de plus en plus conscience d'appartenir à un même ensemble, je dirais, en tout cas géographique. Tout à fait. Évidemment, avec des intérêts parfois qui sont différents quand même. Bien sûr, mais ils veulent arriver à avoir un espace où on discute, un espace où on essaye de régler des problèmes qui sont des problèmes communs à la Caraïbe. Par exemple, la question des transports qui, pour l'instant, sont insuffisants. La question aussi de lutter contre les catastrophes naturelles qui, aujourd'hui, avec les changements climatiques, deviennent de plus en plus préoccupants en Outre-mer. Nous avons d'ailleurs beaucoup parlé de ce qui concerne Haïti. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec Haïti pour faire le point sur la reconstruction. Haïti qui était durement frappé par ce tremblement de terre de 2010. Tout à fait. Donc je crois que la France participe à la reconstruction et surtout, à travers ces sommets, nous créons des liens d'amitié avec des chefs d'État de la région qui sont à la fois utiles pour eux, puisqu'ils viennent nous exposer un petit peu les problèmes particuliers qu'ils ont sur place, mais qui sont aussi utiles à notre pays, puisque de la sorte, il est totalement présent dans la Caraïbe, comme il sera présent aussi au mois de juillet prochain dans l'océan Indien, avec la rencontre qu'on doit avoir avec les Comores. Alors, vous avez cité le mot de transport. C'est très important, évidemment, parce que ce sont des pays qui sont voisins, mais en même temps très éloignés les uns des autres. Les distances sont très grandes. Et donc, c'est aussi unir la Caraïbe comme vous dites, par la voie aérienne et la voie maritime. C'est un vaste programme. Oui, parce que pour l'instant, chacune de ces îles ou de ces territoires a souvent des relations en direct avec son ancienne métropole. Donc, la Guadeloupe et la Martinique tous les jours avec Paris. Mais pour aller dans une autre île de la Caraïbe, c'est plus compliqué. C'est difficile d'aller en transversal. Il faut toujours aller vers le point central. Donc, un des objectifs de l'association sera précisément d'arriver à améliorer les échanges entre les îles. Alors, je voudrais reparler de l'outre-mer français et dire simplement aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, citer le nombre de territoires qui font partie de l'outre-mer. Donc, on a parlé de la Guyane, il y a la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, l'île de Mayotte. Qui sont des départements d'outre-mer, exactement. Et puis, il y a la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, et les terres australes, il ne faut pas les oublier, et Antarctique française. Donc, nous avons même Clipperton. Voilà, c'est la toute petite île. Alors, j'ai lu quelque part que vous étiez en quelque sorte la ministre de l'Intérieur de cet département de collectivité. Tout à fait. Il y a toujours eu des relations très étroites entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Outre-mer. D'ailleurs, durant quelques fois, le ministère des Outre-mer
a dépendu du ministère de l'Intérieur, mais il est vrai que c'est forcément une tradition que d'avoir la possibilité de gérer un peu à distance et d'une manière particulière en fonction de leurs besoins particuliers, chacun des territoires. Le fait qu'il y ait d'ailleurs une grande diversité de statuts aujourd'hui montre bien que la France est attentive à suivre au plus près les désirs des populations et que par conséquent, ils exercent ou pas des responsabilités. Il y a une organisation administrative, soit deux collectivités, soit une seule collectivité, en fonction des besoins et des souhaits des territoires. Alors, on peut donner encore quelques chiffres. Ça représente 3 millions à peu près de Français d'outre-mer. Le budget que vous gérez, c'est un budget, je crois, de 2 milliards d'euros, donc c'est quand même conséquent. Tout à fait. Mais le budget que je gère, donc, qui principalement pour un certain nombre de besoins en outre-mer, comme le logement, et beaucoup d'aide aux entreprises et à l'emploi, puisque c'est un sujet récurrent en Outre-mer. Mais il faut bien se souvenir que les autres ministères ont aussi des interventions en Outre-mer. Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale prend à sa charge, dans le budget de l'Éducation nationale, ce qui concerne la rémunération des enseignants dans les Outre-mer. Alors, tous ces territoires ont parfois des problèmes différents, mais ils ont souvent aussi des problèmes identiques. Et entre autres, vous venez de citer le mot, c'est l'emploi. Il y a souvent un problème de chômage dans ces territoires, ces départements d'Outre-mer. Oui. On peut dire que dans certains départements ou territoires d'Outre-mer, 50% de la jeunesse de moins de 25 ans est au chômage. En moyenne, parfois 40% pour les autres classes d'âge sont au chômage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aider pour qu'il y ait moins de chômage? Alors justement, ce sont souvent de petits territoires et ils ont un atout, c'est qu'ils ont beaucoup de jeunesse. Et par conséquent, toute la question est de trouver un emploi permettant à tous ces jeunes d'accéder au marché du travail. Donc, il y a eu diverses tentatives différentes. Il y a la tentative de les faire former à l'extérieur pour qu'ils puissent, d'une part, avoir une qualification et pouvoir travailler sur place, mais aussi parfois trouver des solutions en emploi à l'extérieur. Il y a déjà des années que des jeunes de l'outre-mer partent au Québec, partent ici en métropole pour travailler. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup. Oui, parce que l'éducation, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous a intéressé pendant toute votre vie professionnelle. Et même dernièrement, quand vous étiez ministre de la Réussite éducative, j'ai lu quelque part qu'on préparait, il y avait une idée d'une sorte d'Erasmus des Caraïbes. C'est quelque chose qui pourrait se mettre en pratique. On en a parlé au sommet de l'AEC. Et il est vrai que ça serait un plus pour les jeunes que de pouvoir échanger et aller étudier ailleurs dans la Caraïbe. Je crois que lorsqu'on est dans une île, surtout si elle est petite, eh bien, on a souvent besoin d'aller voir à l'extérieur comment ça se passe, comment les gens travaillent. Et lorsque j'étais durant de longues années directrice de l'ANT, l'agence qui s'occupait donc de la mobilité des jeunes de l'outre-mer, on savait très bien qu'il était profitable pour les jeunes d'aller se former, se qualifier, faire une expérience professionnelle à l'extérieur et revenir dans leur île en ayant appris à travailler différemment. Alors, Madame la Ministre, il y a souvent aussi une question de coût de la vie dans ces territoires. La vie coûte cher, les prix sont en général plus élevés qu'en métropole. Qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que vous avez déjà fait pour aider à la stabilité des prix, on va dire? Tout à fait. Ça a été vraiment la grande bagarre de mon prédécesseur, Victorin Lurel, qui s'est attaché à ce que... Victorin Lurel, qui était aussi originaire de Guadeloupe. Tout à fait. Qui s'est attaché à ce que la vie chère soit contenue. Et par exemple, il a déterminé un panier type, on pourrait dire de la ménagère, qui ne devait pas augmenter ou qui avait des prix contrôlés. Du ménager, on va dire, c'est peut-être un homme qui fait les courses. Il s'est beaucoup battu aussi sur la question de l'essence, puisque vous savez que l'essence est assez chère en Outre-mer et que surtout, il y a des modes de fixation des prix qui ne sont pas compréhensibles de l'extérieur. Donc, il s'est attaché à ce qu'il y ait de la transparence dans la fixation des prix et je pense que c'est une bataille qui mérite d'être continuée. Parce qu'il y a eu des grèves au début de l'année, des grèves de carburant. Bien sûr, il y a eu beaucoup de batailles à ce propos, mais c'est important parce qu'en Outre-mer, il n'y a pas de train ou de métro et par conséquent, les gens circulent beaucoup en voiture. Alors, il y a une des ressources de la Caraïbe que certains estiment pas assez exploitées. Vous voyez à quoi je veux faire allusion, c'est le tourisme. Par exemple, je voyais que en Martinique, seulement 8%, c'est l'évaluation, 8% du PIB de la Martinique provient du tourisme. On pourrait faire beaucoup mieux. Il y a des hôtels qui ferment, il y a des hôtels qui ferment en Martinique. On a beaucoup parlé de cela aussi à l'AEC. C'est-à-dire que si vous voulez, tous les pays de la Caraïbe quasiment ont les mêmes atouts, c'est-à-dire la mer, le soleil, les plages magnifiques. Les plages, voilà. Et par conséquent, il faut qu'on arrive à mieux harmoniser les relations entre toutes ces îles. Et il n'y a pas de raison finalement que la Martinique ou la Guadeloupe n'ait pas une fréquentation touristique équivalente à celle des Bahamas ou de la Jamaïque. Donc on en a parlé. Je crois que peut-être qu'il faut qu'on
réfléchisse sur la manière et la clientèle qui est visée, car nous avons en Martinique et en Guadeloupe de grands hôtels qui visent une clientèle qui soit une clientèle internationale, mais qui ont besoin donc d'être remis aux normes. Oui. Et nous avons peut-être aussi besoin de développer un tourisme qui soit davantage pris en compte par les locaux. Donc des gîtes, des petits hôtels. Peut-être qu'il nous faut réfléchir vraiment sur le modèle de tourisme que nous avons à développer pour être complémentaire de ce qui se fait dans d'autres îles. Nous ne pouvons peut-être pas faire le même type de tourisme à Saint-Barthélemy et à la Martinique. C'est ça, avoir un tourisme de luxe d'un côté et puis un tourisme plus populaire, on va dire, plus familial. Alors, aussi un tourisme qui respecte le développement durable, parce que la question du climat et de l'environnement, c'est très important. Les changements climatiques vont toucher en particulier probablement beaucoup de ces îles des Caraïbes. Déjà, nous constatons qu'il y a des difficultés. Et effectivement, il faut que nous arrivions à inscrire ce développement dans une préoccupation durable. Et là encore, cela fait partie des résolutions qui ont été adoptées à l'AEC, qui sont de dire que finalement, le capital des Caraïbes, c'est la beauté de la nature. Par conséquent, il faut tout faire pour qu'on utilise des énergies renouvelables, qu'on fasse en sorte que la mer soit préservée. Et donc, il faut développer dans les populations et chez les décideurs la conscience qu'ils ont à préserver l'environnement. Alors, il y a un de ces territoires qui est important déjà par la superficie, c'est la Nouvelle-Calédonie. Donc, on rappelle en deux mots qu'il y a eu des accords ce qu'on appelle les accords de Matignon en 88 et puis les accords de Nouméa en 98. Et normalement, il devrait y avoir un référendum d'autodétermination, voire d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie d'ici 2018. Est-ce que ce référendum aura lieu? Et quel est, je dirais, le point de vue de la ministre de l'Outre-mer sur cette future, peut-être, indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Alors, la Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment un territoire où nous avons connu des événements dramatiques. Et je crois que personne là-bas ne souhaite que les choses se détériorent. Et au contraire, ce qu'on peut essayer de promouvoir là-bas, c'est une solution qui respecte toutes les parties prenantes. Et notamment... Vous faites référence au massacre de la Grotte d'Ouvéa où il y avait eu plusieurs morts du côté français et du côté kanak. Voilà, c'était au mois de mai, c'était quelque chose d'assez dramatique. Donc, on souhaite dégager des solutions qui soient des solutions pacifiques, respectueuses des droits des uns et des autres. Donc, ce qui va se passer, le très important ces jours-ci, c'est qu'il va y avoir une consultation permettant de définir le corps électoral et de définir surtout l'Assemblée qui va statuer. Donc, nous sommes d'ici le 11 mai dans l'attente de la décision des électeurs et à partir de là, on verra un peu mieux ce que sera le profil de la Nouvelle-Calédonie du futur. Mais ce que je crois pouvoir comprendre de part et d'autre, c'est que les uns et les autres souhaitent que les choses se passent bien et que tous ceux qui vivent aujourd'hui dans cette magnifique île se sentent respectés et pris en compte. Et la France respectera le choix des électeurs calédoniens. Absolument, nous suivrons, mais ce n'est pas à nous, bien entendu, de décider l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est aux habitants de l'île. Merci Madame la Ministre des Outre-mer d'avoir été l'invitée du 64 minutes. Merci beaucoup. Merci à vous.